C'est devenu un rituel. Chaque week-end, des dizaines de jeunes se retrouvent pour faire rugir leur bolide. C'est un cortège qui serait presque banal aux États-Unis, beaucoup moins ici à Bagdad, la capitale irakienne. Ils se sont donné rendez-vous sur un parking pour prendre part à un joyeux foutoir. Parmi les jeunes présents ce matin, Mohamed est une star. On dit de lui qu'il est le meilleur pilote de tout Bagdad. Son sourire raconte la nouvelle insouciance de la jeunesse irakienne. Son sport s'appelle le drift et les règles sont on ne peut plus simples. Enchaîner les dérapages, chauffer les pneumatiques, jusqu'à les faire exploser. Je suis arrivé avec 8 pneus aujourd'hui. Ils sont tous explosés. Ça, c'est la 4e paire. Même la roue de secours y est passée. Si tu ouvres le bouchon, ça explose. Tu m'étonnes, c'est bouillant. C'est super dangereux. Faut faire attention. Reculez, les gars, reculez. Arched Aybat a 30 ans. C'est lui qui organise ces rassemblements. Reculez, reculez. Le drift en Irak, ça va bien au-delà du sport. Pour Arched, c'est une façon d'oublier 15 années de guerre. Un pansement pour la jeunesse. Ce qu'on dit aux jeunes ici, c'est « vous pouvez avoir du style en faisant ça ». La classe, ce n'est plus d'avoir des armes, d'entrer dans les milices ou dans les forces de sécurité. La vie reprend enfin à Bagdad, et ça c'est grâce aux jeunes. Bagdad, la capitale irakienne. Une ville meurtrie par 15 années de guerres successives contre les États-Unis, puis face à l'État islamique. En 2015, au pic des violences, la ville martyre connaît un triste record, plus de 380 attentats en un an seulement. Ici, la jeunesse représente 60% de la population. Elle a grandi avec les armes, la police, les checkpoints. Aujourd'hui, enfin, Bagdad respire. Les marchés sont à nouveau fréquentés, les centres commerciaux bondés. Toute une partie de la jeunesse est décidée à changer les mœurs. La plupart des filles s'habillent avec des robes longues comme ça. Mais pas nous. Angel et ses amis sont étudiants. Ils viennent de la classe moyenne, parlent anglais et veulent vivre à l'occidental. Leur rêve, sortir et faire la fête. C'est la première fois de ma vie que je viens dans une soirée comme ça. Pourtant, aujourd'hui, un nouveau danger les guette. Les redoutables milices chiites. Elles ont vaincu Daesh, libéré l'Irak et se sentent maintenant légitimes pour imposer leur ordre moral. Dans leur rang, une autre jeunesse. Eux aussi ont 20 ans. Ils viennent de milieux déshérités et conservateurs. Ils sont prêts à mourir pour imposer leur islam radical. Ce qui sème le désordre parmi les jeunes, c'est les réseaux sociaux. C'est comme le cancer. Si tu ne le combats pas, il se propage dans tout ton organisme. Moi, je veux que toutes les femmes portent le voile, le hijab et pas des vêtements courts. Deux jeunesses se font face. Les miliciens, eux, sont prêts à l'affrontement. Ils sont soupçonnés de mener une campagne d'assassinat ciblée contre ceux qu'ils jugent trop modernes ou trop occidentalisés. Depuis un an, la liste de leurs victimes s'allonge et les profils sont toujours les mêmes. La célèbre blogueuse Tara Fares, l'activiste des droits de l'homme Souad Halili, mais aussi des écrivains, des patronnes de salons de beauté, de jeunes homosexuels. Ils sont nombreux à craindre pour leur vie. Comme Arched, qui ne se contente pas de faire exploser des pneus de voiture. S'il est en haut de la liste des personnes à abattre, c'est à cause de sa musique et de ses clips provocants. Au péril de sa vie, il se lance un nouveau défi, organiser des soirées inédites dans cette ville où radicaux et conservateurs sont toujours au pouvoir. On a survécu à Daesh, donc on leur survivra à eux aussi. Alors qui sont ces jeunes qui résistent face à la terreur? Comment vivent-ils?
Dans cette ville où l'on peut se faire exécuter sur un coin de trottoir. Bagdad, 10 millions d'habitants et des contrastes à chaque coin de rue. Partout dans la ville, des habitations encore marquées par les années de guerre. Les centaines de mosquées de la ville côtoient désormais des malls géants tout juste sortis de terre. C'est un peu à l'écart du centre, dans les modestes maisons où vit la nouvelle classe moyenne, que certains préparent leur révolution. Bouge un peu. Non, pas trop. Encore. Ok. Ouvre un peu la veste. Sadek Jafar est en plein shooting. À 28 ans, ce jeune styliste et photographe est déjà célèbre. Ouais, comme ça. Je mets mon bras comme ça. Parfait. Sur les murs de son studio, les photos qui ont fait la une des rares magazines de mode du pays. Sa séance terminée, Sadek choisit soigneusement sa tenue avant de sortir. Cette soirée est un moment capital de sa jeune carrière. Il se prépare à remettre en jeu sa notoriété. Là, maintenant, on va chez Skull. Skull, c'est une boutique ici à Bagdad. Et ce soir, on a organisé un petit événement. Le stylisme, c'est sa nouvelle passion. Et Sadek présente ce soir sa première collection de vêtements. Dans les rues d'Ekati de son quartier, il fait un peu figure d'extraterrestre. Bonjour. J'ai traîné au boulot et là, je suis en retard. Faut que tu te dépêches. À bord de ce taxi, il faudra une grosse demi-heure dans les embouteillages de Bagdad pour que Sadek rejoigne le lieu où il organise son événement. Je veux changer le point de vue des gens, la façon dont ils voient la mode, spécialement ici à Bagdad. Al-Mansour, c'est le quartier branché de la capitale. C'est ici que l'on trouve restaurants, beaux magasins et centres commerciaux. Dans les sous-sols de l'un d'entre eux, Sadek a ouvert avec quelques amis une boutique. Ici, on est un peu en famille. Ah, mais qui voilà? Salut! Sadek, comment ça va? Ce magasin, c'est le seul du genre dans tout l'Irak. Un peu boutique de bibelots et de vêtements, un peu café, un peu lieu de rencontre aussi. Ce soir, Sadek y a invité ses amis proches et des gens de la mode. Alors, comme ça, c'est très joli. Va te voir dans le miroir. Super, très beau. Regarde, celui-là, il est très coloré. Je me suis inspiré de Picasso. Celui-là porte des pièces de cuir. Jusqu'ici, les jeunes devaient aller en Turquie ou ailleurs pour trouver des choses comme ça. Nous, on veut maintenant que ce soit disponible ici, en Irak. Là, celui-là, c'est le modèle rebelle. Vous êtes des rebelles ici? Ouais, on peut dire ça. C'est ce qu'on est. On travaille contre la société traditionnelle, c'est ça. On est la société underground de Bagdad. Bonjour, ça va? Que tu es belle! Parmi les invités ce soir, une jeune femme que tout le monde semble s'arracher. Ce sont vos fans? Oui, Vous en avez beaucoup? beaucoup, beaucoup. À 28 ans, sous le nom de Mary, elle est une des blogueuses les plus suivies d'Irak. Pour Sadek, les influenceurs comme elle sont essentiels pour faire connaître son travail. Ils sont le lien le plus direct avec la jeunesse. En Irak, les réseaux sociaux ont débarqué dans tous les foyers du pays. Chaque année, le nombre d'utilisateurs augmente de plus d'1 million.
Marie travaille avec son compagnon, qui est aussi son manager. Depuis chez elle, quotidiennement, elle alimente son compte Instagram. Elle en a même fait son métier. Voilà mon compte. J'ai presque 675 000 abonnés aujourd'hui. Je parle de mon style de vie. Parfois, je mets des choses qui concernent le maquillage ou je donne des conseils de beauté. Ça peut être n'importe quel sujet que j'ai envie d'aborder. Ça dépend des familles et de l'environnement, mais la plupart des filles ne peuvent pas sortir de chez elles. C'est pour ça qu'elles adorent les réseaux sociaux. C'est souvent leur seule porte ouverte sur le monde. Grâce à des marques de vêtements ou de cosmétiques, Marie gagne chaque mois entre 1 000 et 1 500 euros. Confortable, dans un pays où le salaire moyen est de 400 euros. Ok, on peut parler de mon poste? Ok, alors tu te filmes toi-même et tu fais une petite story. Tu parles du talent des filles que tu as rencontrées aujourd'hui. Ok, alors bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai pensé ces derniers temps que nous avons beaucoup de talent chez nous, surtout chez les femmes. Malheureusement, les gens ne les voient pas. Moi, j'ai envie de les aider et de les soutenir, ces filles-là. Mais en Irak, poster des photos de mode ou défendre la place de la femme n'est pas aussi anodin qu'ailleurs. Ce sont des positions qui peuvent réveiller tous les extrémismes. Tout le monde est en danger ici, à cause de l'instabilité du pays. Mais bien sûr, il y a encore bien plus de danger quand tu es une personne publique, parce que tu t'exposes. Des gens ont été tués pour avoir fait la même chose que moi. Au début, j'avais très peur de ça. J'ai même pensé à quitter l'Irak. On est en danger à 200%. Souvent chez moi, quand j'entends la porte, j'ai peur. Je me dis que quelque chose va nous arriver et que je vais me faire tuer. Risquer sa vie pour quelques publications sur les réseaux sociaux, voilà la réalité de l'Irak d'aujourd'hui. Bagdad reste une zone de non-droit malgré les checkpoints et les forces de sécurité. D'autres blogueuses avant Mary sont tombées pour avoir voulu défier l'ordre établi. La plus connue d'entre toutes avait 22 ans. Son histoire a ému le pays tout entier. L'histoire d'une jeune femme qui s'est brûlé les ailes à vouloir vivre trop libre. Élue Miss Irak en 2014, Tara Fares était une star dans le pays. Il y a des gens qui disent que Tara est ceci, Tara est cela, Tara elle n'est pas jolie, elle n'est pas belle. Ok, je suis pas parfaite les gars, c'est tout. Elle était suivie par 3 millions de personnes sur les réseaux sociaux, près d'1 Irakien sur 10. Tara Fares publiait des photos d'elle, une jeune fille sexy qui aime la mode, les bijoux, les belles voitures, qui poste des messages aussi, dont celui-ci. Son titre, Inarrêtable. Je suis une Porsche sans frein, je suis invincible. Oui, je gagne chaque partie. Je suis si puissante, je suis si confiante, je suis inarrêtable aujourd'hui. Quelques mois plus tard, le 27 septembre 2018, alors qu'elle est à bord de sa fameuse Porsche, un homme s'approche. 2 coups de feu, une balle dans la tête, une autre dans le torse. Tara Fares est abattue à bout portant. Sa voiture continue à rouler quelques mètres, mais son histoire, elle, s'achève là. Tara Fares n'est pas inarrêtable. Alors pourquoi une jeune femme de 22 ans, a priori inoffensive, idolâtrée par une grande partie de son pays, a-t-elle été exécutée? Pour en savoir plus, nous sommes retournés sur les lieux où elle a été assassinée. Nous sommes accompagnés par un interprète. Bonjour. Je suis avec des journalistes français. On cherche la rue où Tara Fares a été tuée. Tara Fares? C'est à gauche. À gauche? Près d'1 an après le meurtre, la rue où elle a été abattue semble morte. Voilà, c'est la maison. L'enquête de la police aussi est au point mort. Pourtant, il existe des indices.
La caméra de surveillance qui a filmé la scène est toujours accrochée là. Sur la vidéo, on distingue la moto et l'agresseur, mais aucun suspect n'a jamais été arrêté. Enquêter sur la mort de Tara Fares semble impossible. Malgré notre insistance, les portes restent closes. Non, il n'y a personne ici. Ok, merci, désolé. Bonjour, monsieur. Enfin, un voisin accepte de nous parler à une condition. Je vous en supplie, vous cachez mon visage. Bien sûr, on va le faire. Ce qui s'est passé, il était environ 5 heures de l'après-midi. Il y a une moto qui est entrée dans le quartier par là-bas. Ce gars savait qu'elle allait arriver. On savait tous qu'elle était suivie depuis longtemps. Au moment où elle est sortie de la maison pour monter dans sa voiture, la moto a foncé sur elle et ils lui ont tiré dessus. Une exécution planifiée. Les assassins n'en voulaient ni à sa voiture de luxe, ni à ses bijoux. Selon cet habitant du quartier, le mobile est tout autre. C'est à cause de sa façon de vivre qu'elle a été tuée? Oui, bien sûr. On n'est pas tout à fait libre en Irak. Et pour ça, on peut tuer quelqu'un? Non, bien sûr que non. Mais il y a des gens ici qui ont gardé une mentalité rétrograde. Nous n'aurons pas le temps de lui demander qui sont ces gens. Notre visite est soudainement interrompue par la police. Nous coupons notre caméra, mais une autre plus discrète continue à filmer. Ce sont des journalistes? Oui, moi je suis leur traducteur. Et tu les emmènes où? On fait des interviews avec les gens. Attends, tu les emmènes n'importe où. S'ils se font tuer, qui sera responsable? Ils prennent leurs responsabilités. Ne parle pas comme ça, dans ce quartier c'est une grande responsabilité. Lui, il n'est pas irakien. S'il se fait tuer ou si on l'enlève, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Et pourquoi ils sont venus ici? Pour Tara Fares? Pour parler avec les gens à propos de ce qui s'est passé. Ils sont là pour Tara Fares. Ils veulent filmer l'endroit où elle a été tuée. Je veux dire les rues et le quartier. Le policier continue à nous interroger et puis il va faire une déclaration surprenante. Il faut l'autorisation des brigades de la paix pour être en sécurité ici. Qu'est-ce que tu crois? Les brigades de la paix. C'est le nom trompeur de la plus puissante des milices chiites irakiennes. À ce stade de notre enquête, impossible de savoir si c'est cette organisation qui a commandité l'assassinat de Tara Fares. Une chose est sûre, ce policier semble la redouter, et selon lui, le groupe armé contrôle entièrement ce quartier de Bagdad. Les milices chiites, c'est la menace invisible, une armée parallèle aux valeurs ultra-conservatrices. En Irak, près de 70% des habitants sont des musulmans chiites. Une majorité longtemps opprimée par le dictateur Saddam Hussein, issu de la minorité sunnite. Son règne prend fin lors de l'invasion américaine en 2003. C'est là que les brigades de la paix sont créées. Elles deviennent les plus féroces opposantes à l'occupation américaine. Mais c'est en 2014 que survient leur heure de gloire. Sur ces images, des colonnes de véhicules leur appartenant. L'armée régulière irakienne est alors en déroute face à l'État islamique. Ce sont les milices chiites, armées et financées par l'Iran, qui sonnent la charge. Elles vont libérer une à une les villes occupées avant de mettre à terre le monstre Daesh. Partout où elles triomphent, des opérations de nettoyage sont menées. Tous ceux qui sont soupçonnés d'avoir collaboré avec l'État islamique sont punis, voire exécutés. Les milices sont devenues incontrôlables. La violence n'a plus de limite. Aujourd'hui, certains hauts responsables des milices ont intégré le gouvernement. Les brigades de la paix ont officiellement disparu des rues de Bagdad, mais leur présence est autorisée dans certaines zones à risque du pays.
Pour les rencontrer, il nous faut prendre la route, plein nord. Les tractations ont été compliquées, mais ils ont fini par accepter de nous parler. Tout le long de la route, les fortifications et les checkpoints se succèdent, en nombre infini. Sous contrôle de l'armée irakienne d'abord, celui-ci est aux mains des miliciens des brigades de la paix, signe que ce territoire est désormais sous leur contrôle. Nous sommes à Samarra, à 130 km au nord de Bagdad. Nous avons rendez-vous dans leur QG. Une brigade de 25 hommes nous attend, celle du commandant Abou Hanen. En joue. Feu! Dans tout le pays, ils sont plus de 100 000 combattants, pour l'essentiel des jeunes d'une vingtaine d'années. Depuis leur victoire contre Daesh, ils contrôlent cette région où la population est sunnite. Aujourd'hui, dans leur secteur, les combats ont cessé, l'État islamique a été réduit à néant, mais eux continuent sans relâche à traquer les cellules dormantes. Écoutez bien les gars, nous avons une mission très importante. On a reçu des informations sur un lieu où se cachent encore des membres de Daesh. On va se déployer sur place et les arrêter. D'accord? Allez, en route. À bord de ce pick-up, le plus jeune combattant de la brigade. Hussein a déjà un long passé de combattant derrière lui. Les vidéos de son téléphone portable racontent son quotidien pendant la guerre. La guerre d'un gamin qui vient tout juste de fêter ses 18 ans. Ce jour-là, son bataillon vient de reprendre les faubourgs de Samarra. Aujourd'hui, ces libérateurs revendiquent le pouvoir. Ici, toute la région est sous notre responsabilité. Nous ne permettrons pas qu'un seul soldat de Daesh survive ici. En fait, personne ne peut occuper notre territoire. Le sol de Samarra, le sol de l'Irak. L'objectif aujourd'hui, c'est une ferme. Dans la région, les paysans sont presque tous des musulmans sunnites, comme l'État islamique. Pendant la guerre, ce coin a été une des places fortes de l'organisation. Les fermes cachaient et nourrissaient, de gré ou de force, les terroristes. Aujourd'hui, Hussein et ses camarades soupçonnent donc tous les sunnites de soutenir Daesh. Le danger peut venir de partout. Quelqu'un qui se cache à l'intérieur avec une arme, une porte piégée, des explosifs. Il est où le propriétaire de la maison? Amène-le-moi. Viens là, toi. On cherche des pièces d'identité ou des papiers sur lesquels on pourrait retrouver les noms de personnes recherchées. Ou tout autre indice qui pourrait faire avancer notre enquête. La fouille ce jour-là ne donnera rien. Quelques gamins apeurés, mais aucune trace de terroristes ou d'armes. Mais Daesh, c'est pour les milices le moyen de légitimer leur présence et leur pouvoir. Après 2 semaines de service sur le terrain, Hussein et son frère Mouhand, lui aussi milicien, s'apprêtent à rentrer chez eux. Ça fait 14 jours que je suis ici, sur le front. Là, je rentre voir notre famille. Elle me manque beaucoup. Ça fait très plaisir de les revoir. Comme la majorité des miliciens, ces 2 frères viennent des quartiers pauvres de Bagdad. Ils vivent juste à côté de cette autre jeunesse de la capitale, celle qui rêve de fête et de liberté. Mais leurs aspirations à eux sont à des années-lumière. Maman, comment tu vas? Mouhand retrouve également ses filles.
Un gentil papa blessé 2 fois sur la ligne de front. Avec sa gueule cassée, il est un peu un héros pour sa famille. En 2008, lors d'un combat contre les Américains, j'ai été gravement blessé au visage. Ma blessure était atroce. Voilà, c'est la première fois que j'ai été blessé. Je suis resté 2 semaines dans le coma, inconscient. Mourir au combat et devenir des martyrs, voilà le rêve de ces 2 frères, au grand désarroi de leur mère. Moi, je suis très contente et surtout soulagée quand ils sont ici. Hussein, il part toujours au front heureux et il me dit « Maman, ne t'inquiète pas, tu ne serais pas fière de moi si je mourais en martyr ?» Chaque fois qu'il part, il me dit ça. « Considère-moi déjà comme un martyr. » Je lui dis juste, si je tombe, mets une grande photo de moi à la maison. Et pose-en une autre, sur mon cercueil le jour de mon enterrement. Ils sont prêts à mourir pour cette société traditionnelle, celle de l'islam chiite rigoriste. Moi, je veux que toutes les femmes portent le voile, le hijab, et pas des vêtements courts. Parce que ce n'est pas acceptable par notre société. Nous, on ne veut pas imiter les étrangers. Nous sommes un peuple respectueux, nous les musulmans. Plus tard, j'aimerais une femme qui soit droite, qui fasse la prière, qui jeûne et qui soit voilée, bien sûr. Quant à cette jeunesse qui s'affranchit de ses règles et rêve d'un mode de vie occidental, il la combat elle aussi. Ce qui sème le désordre parmi les jeunes, c'est les réseaux sociaux. Il y a Facebook, Instagram et d'autres encore. Ce sont les Américains qui les utilisent. Officiellement, c'est pour ouvrir la jeunesse sur le monde. En réalité, c'est pour leur apprendre à désobéir à leur père et aux règles de la société. C'est comme le cancer. Quand le cancer arrive dans ton corps, si tu ne le traites pas, il va se propager dans tout ton organisme. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi, je veux utiliser tous les moyens pour le guérir. Des propos pour le moins inquiétants. Mais lorsqu'on aborde la question sensible de Tara Fares, le ton change. Ce redoutable combattant se transforme soudainement en un humaniste au grand cœur. Que pensez-vous de la mort de Tara Fares? J'étais triste quand on l'a tuée. Pourquoi? Parce que c'est une fille. C'est sa liberté. Et son assassinat, en tant qu'Irakien, pas en tant que membre des Brigades de la Paix, ni en tant que musulman, je le condamne. Je suis contre ce meurtre. Ça m'a vraiment fait mal. Parce qu'avant tout, c'est un être humain qui avait une âme. Un discours bien rodé, conforme à la position officielle des Brigades de la Paix. Pas de violence contre les civils. Lorsqu'ils sont à Bagdad, ces 2 miliciens déposeraient les armes et ne seraient plus que de paisibles commerçants. Pour nous en convaincre, ils nous emmènent à quelques pas de chez eux, dans l'épicerie familiale. Quand je reviens de Samara, je travaille ici, dans le magasin. Toute la famille vit de ce petit commerce. On achète absolument tout avec cet argent. C'est comme ça chez les miliciens. Nous sommes bénévoles. Il y en a qui vendent des affaires de leur maison, d'autres des meubles, leurs voitures ou toute autre chose pour pouvoir acheter leurs armes et leurs munitions avant de rejoindre le front. Même en civil, les miliciens gardent pourtant un œil sur tout dans leur quartier. D'ailleurs ici, à quelques kilomètres du centre-ville de Bagdad, pas de femmes en jean ou les cheveux au vent. Toutes cachent soigneusement leur corps derrière le tchador noir. On ne saura sans doute jamais si les Brigades de la Paix sont responsables de la mort de Tara Fares. Personne, de toute façon, n'oserait les accuser publiquement. Durant notre enquête, seule une femme a accepté de nous parler d'eux sans détour. Allez, allez, viens par là. Anna Edouard est chrétienne. Elle est la plus célèbre des militantes des droits de la femme en Irak. Menacée,
Elle vit en permanence sous le regard des caméras de surveillance. Elle a 73 ans et a passé toute sa vie à se battre contre l'obscurantisme. Selon elle, les milices chiites sont prêtes à tout pour imposer leur ordre moral et même à tuer. Les tueurs, ce sont des miliciens, tout le monde le sait. Ces groupes armés pensent que les femmes ne doivent pas participer à la vie politique. Ils pensent que les femmes doivent rester à la maison. Il faut que j'ajoute que tout ça est dû à la faiblesse de l'appareil d'État en Irak. Cette faiblesse a permis aux milices de prendre autant de pouvoir. D'autant que la liste des assassinats ciblés ne cesse de se rallonger. Un mois avant Tara Fares, Rafif al-Yasseri, chirurgienne esthétique surnommée la Barbie de l'Irak, est tuée à son domicile. Quelques jours plus tard, c'est au tour de Swada Lili, une militante féministe, d'être abattue de plusieurs balles sur le parking d'un supermarché. Des personnalités publiques qui dérangent, mais aussi des anonymes, comme cette patronne d'un institut de beauté, ou encore ce jeune homosexuel de 15 ans éventré en pleine rue à Bagdad, et dont l'agonie a été filmée par son assassin. C'est qui ton petit copain? Dis-nous! Aucun des coupables n'a jamais été retrouvé. Comme si les auteurs de ces crimes bénéficiaient de puissants soutiens au plus haut niveau de l'État. Dans le quartier de Karada, où vit la jeunesse moderne de Bagdad, nous retrouvons l'une des personnes les plus menacées par ces nouveaux intégristes. Il s'agit d'Arched, 30 ans. C'est lui qui organise les rassemblements de drift. Mais avec sa compagne Eke, leur principale activité est bien plus subversive. Ils réalisent des clips et produisent de la musique. Des choses qu'on n'a jamais vues en Irak jusqu'à aujourd'hui. Une provocation aux yeux des intégristes. Leur coup d'éclat, c'est ce clip, visionné près d'1 million de fois. Il les a fait connaître dans tout le pays, pour le meilleur, mais pour le pire aussi. Personne n'imaginait voir Bagdad comme ça. C'est ça qui les a fait flipper. Toutes les menaces que j'ai reçues, tout est parti de cette vidéo. En fait, à cause de 2 secondes de clip. Seulement 2 secondes où Eke montre son tatouage. 2 secondes. Voilà le tatouage. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit Shams, le soleil. Je ne comprends pas pourquoi ils ont autant de haine. C'est écrit en arabe. Je montre ma sympathie pour notre culture. Et je ne comprends pas pourquoi ils me détestent autant. Juste parce que c'est tatoué sur mon ventre, et pas sur un bandeau que je porterai sur le front. Donc tout est parti de là? Oui, à cause de ça. Ces quelques lettres, exposées sur la peau nue d'Eke, vont enflammer la toile irakienne. Elle est menacée de mort. En quelques jours, Arched reçoit des milliers de messages. Regardez, il y a 4400 commentaires. Macro, espèce de pute. Tu t'habilles comme une pute. Ils me traitent aussi de pervers. Me disent que ce n'est pas la civilisation. On ne veut pas vivre comme les Occidentaux. Les menaces les plus explicites sont celles venant des islamistes. Ça a commencé à devenir très inquiétant lorsque j'ai reçu des messages sérieux du genre « Tu sais que l'on te surveille en permanence ». D'autres m'ont aussi écrit « On sait où tu vis. On est déjà venu dans ton quartier, même si on ne t'a pas encore attrapé. » Forcément, ça vous fait un peu réfléchir. On dit toujours de ne pas écouter les messages de haine sur Internet. Mais ici en Irak, c'est différent. Ici, ils peuvent te tuer, juste comme ça.
Mais Arched veut transformer la vie de la jeunesse irakienne coûte que coûte. Depuis des mois, il travaille à un nouveau projet, l'organisation d'une soirée. Une simple soirée. Musique, alcool et des filles, il l'espère. Dans cette ville, c'est encore bien plus risqué que de produire des vidéos. Il a rendez-vous ici, sur les rives du Tigre. C'est là en bas que tout va se passer demain. Arched vient vérifier que les préparatifs avancent. Salut les jeunes. Tout va bien? Cet endroit est l'un des plus prisés de la capitale. D'habitude, il est loué pour des mariages ou des repas de famille. Pas vraiment ce qu'a prévu Arched. Alors, il faut faire quelques aménagements pour le DJ qui va animer la soirée notamment. Tu vois, tu vas jouer face au public. Et les gars, vous sortez la platine et vous l'installez ici. DJ Blaze et ses platines font danser toute la jeunesse du Moyen-Orient. Arched l'a fait venir d'Istanbul. L'organisation de cette soirée va lui coûter 10 000 $. Il ne faudrait pas qu'un imprévu vienne tout remettre en cause. Oui, il pleut. Mais vous savez, on a affronté les milices. Alors la pluie, ça devrait aller. Ça ne va pas nous arrêter. On va faire la fête quoi qu'il arrive, mec. Après une journée tout entière de préparatifs et autant d'efforts, Arched se doit bien sûr d'être optimiste. Pourtant, il sait qu'il joue gros. Des risques planent sur sa soirée, bien plus graves que quelques gouttes de pluie. Notre plus gros problème, c'est d'assurer la sécurité du pont ici, là. Vous voyez ce pont? Il y a toujours des gens qui s'arrêtent là-haut pour admirer la vue. On peut se garer. Alors nous, on a peur que quelqu'un vienne et nous balance quelque chose, ou même se pointe avec une kalachnikov pour mitrailler tout le monde. Cette soirée, c'est un petit pas pour changer le pays en mieux, et un grand pas pour montrer à ces gens qu'on est là, et qu'on ne partira pas. On a survécu à Daesh, alors on vous survivra aussi. Vous ne comptez pas pour nous. Demain, Arched saura si la jeunesse de Bagdad le suit et va se déplacer, malgré les risques. Certains attendent cette fête avec impatience. C'est le cas d'Angel, 18 ans, élève en terminale, et de sa bande de copains. À la veille de la soirée, ils se sont donné rendez-vous dans ce centre commercial le plus grand de Bagdad, pour faire un peu de shopping, enfin plutôt pour regarder des choses qu'ils ne peuvent pas toujours s'offrir. Tu veux acheter du maquillage, Mariam? Non, je veux juste essayer. J'ai pas assez d'argent. Venez voir. Angel et ses amis sont tous issus de la classe moyenne. S'ils aspirent à plus de liberté, un simple magasin de vêtements les confronte aux contradictions de leur société. La plupart des filles s'habillent avec des robes longues comme ça. Mais pas nous. Mais nous, on porte pas ça. Si tu portes une jupe courte comme ça, ce sera très mal vu ici. Oui, exactement. Les gens vont te juger comme si tu étais une mauvaise fille avec une jupe comme ça. C'est trop aguicheur. Oui, on peut porter ça. Et alors? Nous, on le porte. On peut porter des jupes sans problème ici? Oui, mais longues jusqu'ici. Si je porte quelque chose de sexy qui dévoile mon corps, on va me traiter de pute ou des trucs de ce genre. Ils vont dire que je cherche des garçons pour du sexe. Mais c'est pas le cas. Je veux juste porter des choses que j'aime, c'est tout. Pas facile pour Angel et ses copines de s'affranchir du poids des traditions. Viens voir. Les filles voilées, elles portent ce genre de trucs. Et si elles ont un tant soit peu de liberté, elles pourront porter ce genre-là. Ça laisse la nuque apparente, ça passe. Le plus important, c'est qu'on ne voit pas leurs cheveux. Voilà, c'est ça le débat sur le voile. En Irak, même dans les allées d'un mall, deux mondes se côtoient, sans vraiment se comprendre.
Ce goût de la liberté, Angel le tient de sa mère. Aïcha, 45 ans, est avocate, mais elle ne roule pas sur l'or, car elle élève seule ses 2 filles. Cette femme de conviction a quitté son mari, une chose rare dans ce pays. Les hommes irakiens, leur tradition et leur code, c'est de vouloir tout contrôler, tout décider. Alors dans un couple, ça devient très compliqué. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors finalement, je préfère rester seule. Comme ça, je suis libre. En arabe, on appelle ça une société patriarcale. Aïcha a une obsession, faire de ses filles des femmes indépendantes, qu'importe le regard de la société. Quand tu dis aux gens que ta maman est divorcée, ils se disent tout de suite « Elle a dû faire quelque chose de mal. C'est pour ça que son mari est parti. » On juge toujours la mère, pas le père. C'est une sale habitude en Irak. Pourtant, même dans cette famille progressiste, le sexe et les relations avec les garçons restent un sujet tabou. Embrasser un garçon, ça me dégoûte. Je peux pas imaginer une langue dans ma bouche. Faut qu'on arrête de parler de ça, ça me donne chaud. L'évocation d'un simple baiser suffit à faire rougir Angel. À 18 ans, l'âge des premiers flirts, dans son entourage, rares sont ceux qui s'autorisent les vertiges de l'amour. Comme Samia et Hussein, ils s'aiment depuis 1 an, en cachette. S'il lui chante la sérénade, cela reste très prude, et surtout à l'abri des regards. Leurs rendez-vous ont lieu dans ce parc, situé très loin du quartier où vivent leurs familles. Moi, je sais que chez les étrangers, c'est normal de se faire des bisous, ou d'autres choses. Mais nous, en Irak, on n'a pas tout ça. En Irak, on ne peut même pas se tenir la main. Elle pourrait avoir des problèmes. Ses parents pourraient l'obliger à abandonner les études. Ils vont peut-être la frapper ou lui faire du mal. Même moi, je pourrais subir des menaces de la part de sa famille, en disant « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as vu ?» Ici, pour les filles comme pour les garçons, rien n'est simple. Contrairement à Hussein, la plupart des jeunes hommes irakiens font leur éducation sexuelle dans les quartiers des bars à prostituées. Oh! Arrêtez de filmer! Tout se passe la nuit, de façon clandestine. Bagdad n'est pas à un paradoxe près. Des bars de ce type, il en existe des centaines dans la ville. À l'intérieur, de jeunes Irakiennes âgées d'une vingtaine d'années. La plupart sont des filles issues de milieux défavorisés ou répudiées par leur famille. Elles jouent les danseuses pour aguicher les hommes. La tradition locale, c'est de jeter des billets sur les filles avant de passer un marché avec elles. Une de ces prostituées a accepté de nous raconter ce monde secret sur lequel tout le monde ferme les yeux. Dans notre société, une fille ne doit pas s'afficher avec un homme. Du coup, où est-ce que tu veux que les jeunes garçons aillent? Dans les bars à prostituées, bien sûr. Tout le monde connaît et ce n'est pas cher. Quand je couche avec des jeunes dont c'est la première expérience, souvent ils veulent faire des choses qu'ils ont vues dans les films porno. Sauf qu'ils ne savent rien faire. Alors moi j'attends. J'attends juste qu'ils finissent. Les jeunes ici, ils ne savent absolument rien du sexe. Mettre fin à cette grande hypocrisie, c'est ce qu'espère bien faire Arched dès ce soir avec sa grande fête. Bonjour, ça va mon frère? Mais à Bagdad, impossible d'organiser un tel événement sans prendre en considération le risque d'attentat. Viens par là. Arched n'a pas le choix. Il vient négocier avec le patron d'une des innombrables sociétés de sécurité privées en Irak.
Je voudrais entre 4 et 6 agents de sécurité. D'abord des gars qui sécurisent le site. Des hommes armés qui fouillent les voitures. Et puis un autre groupe à l'intérieur de la salle, mais sans armes. D'accord. Et comment ils doivent s'habiller? Tenue militaire ou civile? En civil, pas en militaire. C'est une dépense que vous ne pouvez pas éviter? On ne peut pas y échapper. Ici, il y a des gangsters. Certains gangsters disent qu'ils sont des miliciens. Des miliciens disent, eux, qu'ils sont de l'armée. Vous avez aussi des soldats qui se font passer pour des officiers. Il y a tous ces niveaux de risque. La négociation est rapide. Après moins d'un quart d'heure, Arched conclut l'affaire pour 800 $. Le prix à payer pour assurer la sécurité de sa soirée. Merci. Salut, à bientôt. La révolution commence peut-être maintenant. La soirée démarre enfin. Des filles et des garçons ensemble dans une fête publique comme celle-là, on n'a jamais vu ça à Bagdad. Salut à tous. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Allez-y, montez dans la salle. La fête va être géniale. Vous êtes tous les bienvenus. Sur la piste de danse, nous retrouvons Angel, l'étudiante en terminale, et sa bande de copains. Comme tous les autres ici, ils ont économisé longtemps pour débourser les 40 $ du billet d'entrée. Impensable pour eux de rater ce moment historique. C'est la première fois qu'on vient dans un endroit comme ça, dans une boîte. On n'a jamais vu ça ici. Pourtant, la salle est loin d'être pleine. Ils ne sont que 200 à être venus, 2 fois moins que prévu. Peut-être la crainte d'un attentat ou d'un assassinat ciblé. Il faut dire que des milliers de menaces ou de messages de haine ont circulé sur les réseaux avant la fête. Une chose est sûre, les filles sont très peu nombreuses à s'être déplacées, moins d'une dizaine. Pour ces pionniers, le combat est encore loin d'être gagné. Il faut qu'on fasse venir beaucoup de filles dans les soirées pour montrer qu'on est sur la bonne voie en Irak. Ce jeune homme était venu pour rencontrer l'âme sœur. Il est un peu déçu. Tu as déjà eu des relations sexuelles, toi? Non, parce que je n'ai pas trouvé l'amour de ma vie. Alors oui, il y a beaucoup de prostituées, des filles comme ça, mais bon, c'est une question de valeur. Si la foule est peu nombreuse, elle est déterminée. Tout le monde commence à se lâcher. Arched, lui, est monté sur scène. Et son costume de combattant rappelle la réalité de l'Irak, là, tout près, juste dehors. Ce soir, tous se sont offerts ici une parenthèse. Mais ils savent aussi que les lendemains de fête peuvent être douloureux. Dès le lendemain, en effet, les messages de haine ont eu raison de la volonté d'Arched. Les soirées, c'est terminé. Jusqu'à ce que toute cette merde se calme. Maintenant, il faut que je parte d'ici. Cela faisait un moment qu'il pensait changer de quartier. Mais suite à sa soirée, de nouvelles menaces de mort l'ont poussé à sauter le pas, fatigué de vivre dans la peur. Chaque fois que je marche dans cette rue, quand un taxi me dépose au coin là-bas, je scrute tout le monde. Je regarde leurs mains, leurs mouvements. Parce que tu sais, il faut être très prudent. Ici, ils peuvent juste dégainer comme ça. Ses copains sont venus l'aider ce matin. Dans les cartons entre leurs mains, 5 années de vie, emballées à la va-vite.
Tu sais, c'est ici qu'on a démarré. C'est là qu'on a grandi avec ma boîte de production. Forcément, je suis bouleversé. Mais bon, j'ai pas envie de me faire tuer. Alors je suis triste, mais c'est comme ça. Arched part maintenant s'installer dans un autre quartier pour se faire discret. Dans un endroit qu'il compte garder secret. Le plus longtemps possible. C'est parti. Question de survie. Pour les islamistes, c'est une partie de gagner. Anna Edouard, la militante des droits de l'homme, reste pourtant optimiste. Elle est convaincue que les milices ne gagneront pas cette guerre idéologique. Où est-ce que j'ai mis ça? Elle tient à nous montrer qu'à une époque, son pays avait choisi une autre voie. Si vous allez dans n'importe quelle famille ou n'importe quelle maison en Irak, ils vous montreront de magnifiques photos du passé. Il y a des femmes sur leurs photos sans voile, des femmes qui participent à la vie publique. Là, c'est à l'école. Je suis en train de faire un discours. Celle-là, elle est de 1963. Regardez ce groupe, mixte, toujours. Des jeunes femmes et des jeunes hommes, ensemble. Il n'y avait pas de problème. Cet Irak ouvert et tolérant n'a pas vocation à rester figé dans ses vieux albums en noir et blanc. C'est selon elle, le seul avenir possible. Personne, ni les milices, ni personne d'autre, ne pourra stopper la volonté de cette jeunesse qui veut vivre dans son temps. Les milices et les religieux voudraient qu'on vive comme au Moyen-Âge. Mais on ne veut pas revenir en arrière. Certainement pas. À 73 ans, ce ne sera plus son combat, mais celui d'Arched, de Mary, d'Angel et des autres. Peut-être au péril de leur vie.